다들 먼저 하시는 거예요? 아, 그래요? Mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis vraiment très heureux d'accueillir dans notre centre Madame Eun Hee-kyung, une écrivaine coréenne de grand talent. À l'occasion de l'apparition en France chez Julma du livre Captain Sugar et autres nouvelles de Corée. Il s'agit d'un recueil de nouvelles qui réunit 8 puissantes histoires de femmes, écrites par des romancières consacrées, toutes représentatives de la littérature coréenne contemporaine. La très belle nouvelle La beauté détenue de Eun Hee-kyung fait partie de ce recueil. Madame Eun est loin d'être une inconnue en France. Il a déjà fait paraître en 2012 Le cadeau de l'oiseau, sorti chez Kailash. Puis en 2009, Les boîtes de ma femme, paru aux éditions Julma. En Corée, elle a publié depuis 1996 une dizaine de livres. Elle a aussi obtenu plusieurs prix importants, dont le prix Monak Donghae pour Le cadeau de l'oiseau, qui sont venus couronner une connaissance critique et un grand succès populaire. C'est donc avec de grand plaisir que je l'accueille aujourd'hui et lui souhaite la bienvenue. Je tiens à remercier pour leur participation à cette soirée Madame Laure Leroy, directrice des éditions Julma, que je suis également heureux d'accueillir dans mon mur. Ces éditions ont commencé à publier des livres d'auteurs coréennes en 1993 et ont fait paraître depuis 23 titres. Actuellement, et pour ce qui est de la littérature coréenne, Julma fait partie des éditeurs français les plus dynamiques. Aussi, souhaiterais-je profiter de l'occasion de me donner pour adresser Madame Leroy toutes mes félicitations. Enfin, je remercie également pour leur participation à cette rencontre M. Claude Mouchard, professeur émérite à l'Université Paris 8 et grand expert en matière de littérature, ainsi que notre interprète de ce soir, Mme Jeon Jin, qui est aussi professeure à INALCO et traductrice bien connue. Avec des intervenants de cette qualité, je suis sûr que notre soirée sera très intéressante. Je laisse maintenant la parole à Mme Laure Leroy et vous souhaite à tous une excellente soirée. En attendant de vous retrouver tout à l'heure autour du buffet pour le verre de l'amitié. Merci de votre attention. Bonsoir, à mon tour de vous remercier d'être ici pour accueillir Eun Hee-kyung. Je suis ravie de retrouver après ces quelques années d'absence, puisque nous avions publié Les boîtes de ma femme en 2009, qui était l'occasion d'une première très très belle rencontre. Et j'espère qu'il y aura de belles suites dans les années à venir. Et puis, ce mois de novembre, pour Noël, nous avions publié Cocktail et autres nouvelles de Corée, qui est, il faut que vous le sachiez, une sorte d'anthologie de nouvelles d'auteurs coréennes. Mais ça n'est pas un travail universitaire ou une sorte de panorama. C'est quelque chose de beaucoup plus humble et en même temps tout à fait passionné, puisque c'est de même que nous avons publié Les boîtes de mes femmes. De même, j'ai eu envie de proposer un regard sur une sensibilité, un regard sur tous ces textes très émouvants, très forts, d'une toute petite sélection de nouvellistes et romancières coréennes. Et je crois que Eun Hee-kyung fait vraiment va être là pour elle-même, mais aussi pour représenter ses consoeurs en littérature. Et en tout cas, je suis ravie que ce soit elle qui soit ici
parmi nous ce soir. En tout cas, je vous remercie beaucoup de nous accueillir ici et nous restons toujours très fidèles à la littérature coréenne et au Centre culturel coréen. Merci. Bonjour, et nous sommes ravis de vous accueillir, bien entendu. C'est un honneur de parler avec vous. Je ne suis pas spécialiste de littérature coréenne, je suis lecteur de littérature coréenne, en particulier grâce aux éditions Zulma, pour vous lancer des fleurs. Mais en réalité, je peux dire un mot tout de même là-dessus, ce qui m'a amené, nous en parlions il y a un instant entre nous, ce qui m'a amené à la littérature coréenne, ce sont les étudiants coréens en France. J'étais professeur à Paris 8, en effet, et les étudiants coréens nombreux que j'ai eus étaient, de tous les étudiants étrangers que j'ai pu connaître, j'en ai connu beaucoup à Paris 8, ils étaient très nombreux, les étudiants coréens étaient les plus enthousiastes, les plus efficaces pour faire connaître leur littérature. Non seulement à moi, le professeur, mais aux autres étudiants. Et il y a vraiment eu des moments, certains qui sont ici y ont participé, n'est-ce pas? Il y a eu des moments d'enthousiasme, vraiment, où des écrivains coréens, Wang Suk-hyun est venu par exemple dans ce cours, mais bien d'autres aussi, Go-eun aussi est venu lire ses poèmes, et donc ce sont de grands souvenirs. Donc je suis très heureux aujourd'hui d'être là, sans être du tout un spécialiste, mais en tout cas un lecteur assidu et passionné de la littérature coréenne, traduite en français. Alors, je crois que j'ai rassemblé tous les livres où figurent des traductions de notre auteur de ce soir. Le livre le plus ancien, je crois que c'est celui-là, si je ne dis pas de bêtises. Ce livre-là s'intitule Le cadeau de l'oiseau, et il a été traduit aux éditions LH en 2002. Vous écrivez dans la préface, en français, vous écrivez dans la préface que c'est votre premier roman. Vous dites aussi dans la préface que le titre de ce poème, c'est-à-dire un petit mystère pour moi, le titre de ce poème vous vient d'un poème de Prévert. Est-ce que c'est vrai en coréen? C'est très intéressant pour nous, lecteurs français, évidemment. Et je me suis demandé quel poème de Prévert vous parliez. Et j'ai trop vite un peu. Et c'est probablement je pensais que c'était le poème de Prévert, très célèbre et merveilleux, intitulé « Pour faire le portrait d'un oiseau ». Le début de ce poème, je vous le dis, c'est très court, peindre d'abord une cage avec une porte ouverte. Alors, je me suis dit que si vous vous référiez, si vous avez choisi ce titre en référence à Prévert, et à ce poème, c'est peut-être que l'écriture pour vous implique la liberté, la libération. Vous écrivez encore dans votre préface, après je vais m'arrêter, je vais vous laisser la parole si vous voulez répondre à ça, mais vous écrivez encore dans cette préface, je n'ai commencé à écrire que tardivement, à l'âge de 34 ans, en réaction contre la société trop conventionnelle et hypocrite. Est-ce que ce geste que vous affirmiez dans la préface le cadeau de l'oiseau, pardon, est-ce que ce geste, vous considérez qu'il est toujours le vôtre aujourd'hui? 네, 먼저 인사를 좀 드릴게요. 네, 안녕하세요. 반갑습니다. 은희경입니다. 네.
Permettez-moi de vous saluer d'abord. Enchantée, je m'appelle Lilian. 아까 그 앞에 여러분들이 말씀하셨는데 제가 알아들을 수 있는 단어는 제 이름밖에 없었어요. 근데 다 저를 환영하고 또 칭찬하는 것 같아서 이제 아주 즐거운 밤입니다. De tout ce qui a été dit jusqu'à maintenant, je n'ai compris que mon nom, mais j'ai senti j'ai bien senti que l'accueil était très chaleureux et qu'on disait que du bien de moi. Donc je suis très contente d'être là ce soir. 저희 선생님 질문하고 관련된 얘기인데요. 저는 말씀하신 것처럼 35세 소설을 쓰기 시작했습니다. 그러니까 이미 두 아이가 학교에 다니고 있었을 때예요. 그러니까 그렇게 왜 이렇게 사람들이 질문하기를 왜 이렇게 늦게 작가가 됐냐고 그런 얘기를 하는데 지금 선생님 말씀하신 것처럼 사회에 대한 반항심 뭐 이런 것도 있었겠지만 무엇보다 제 인생에 대한 반란 같은 것이었어요. 너무 저는 그 학습 받은 대로 부모에게 학습받고 사회에 학습받고 그 시대에 학습받은 그대로 그걸 원칙을 지키면서 살려고 했던 사람이었는데 그런 인생이 잘못되어 있다는 생각을 그때 30살, 30살 중반에 하면서 제 인생을 다 뒤집어 보기 위해서 내가 살아온 게 무엇이고 내가 누군지 그런 질문을 가지고 소설을 쓰기 시작했어요. Pour revenir à la question de M. Mouchard, donc effectivement j'ai commencé à écrire à l'âge de 35 ans, mes 2 enfants étaient déjà scolarisés et c'est vrai qu'on me pose souvent cette question de savoir pourquoi j'ai commencé à écrire aussi tard. Et il y avait un peu de ce que vous avez dit effectivement que j'avais dit dans la préface, c'est-à-dire que c'était une espèce de révolte, une réaction à la société, mais c'était surtout je pense une révolte personnelle parce que j'ai remis en cause ma vie, parce que j'étais quelqu'un d'assez exemplaire, disons, j'ai toujours agi comme mes parents m'ont appris, comme l'école m'a demandé et comme la société l'exigeait. Et arrivé à cet âge-là, donc je commençais à me demander si tout ça était raisonnable et que j'ai commencé à remettre vraiment en cause tous les éléments de ma vie et essayer de savoir qui j'étais et me poser beaucoup de questions sur ma propre vie. Alors, je n'ai mentionné que ce livre-là. Je vais donc maintenant dire un mot des autres, en tout cas par exemple les annoncer. Vous l'avez déjà fait, hein, la vérité, mais j'y reviens tout de même. Nous avons ici de Nick Young ce livre de nouvelles, publié aux éditions Zulma, les boîtes de ma femme. Nous avons aussi, alors il y a tout récemment paru, toujours aux éditions Zulma, donc une anthologie de nouvelles écrites par des auteurs femmes coréennes. On va y venir, bien sûr, on va parler de tout ça. Et puis, je suis assez fier de posséder ce livre, qui est publié à un petit nombre d'exemplaires. Donc, voilà, je suis assez snob, peut-être. Bon. Mais là-dedans, il y a une nouvelle de Nick Young aussi. Ce sont 10 nouvelles, c'est intitulé, c'est une édition assez minoritaire, j'ai l'impression. Atelier des cahiers 2010, et là-dedans il y a une nouvelle très belle de Nick Young, La voleuse de fraises. Mais il y a aussi des textes très intéressants, on pourrait en discuter, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Mais c'est très intéressant la composition de ce livre dans l'esprit des relations entre France et Corée, entre littérature française et littérature coréenne. C'est un livre très intelligent, je trouve. Voilà, mais les livres de Zulma sont également très intelligents, bien entendu. Ça va de soi. Alors, vous avez publié donc dans le recueil, un recueil de, on a traduit de vous plutôt un recueil de nouvelles, Les boîtes de ma femme.
Même en même temps, je ne peux que m'interroger sur le rapport avec la nouvelle publiée dans Cocktail Shogun et autres nouvelles de Corée. Et je vais donc vous reposer une question. Dans quelle mesure le fait que, même si ça n'est pas, si la composition de cette anthologie est un choix de l'éditeur français et non pas une composition réalisée par des Coréens, par des éditeurs coréens, je vais tout de même vous demander, j'imagine que vous connaissez ce recueil, et je voudrais vous poser la question, avec ces auteurs qui sont toutes des femmes, dans Cocktail Shogun, avec ces auteurs qui sont toutes des femmes, et qui sont d'âges différents, de tendances littéraires certainement différentes, est-ce que vous avez l'impression de partager quelque chose ou pas du tout? Par exemple, la plus âgée dans le recueil Cocktail Shogun, la plus âgée des auteurs s'appelle Park Won-so. Elle est née en 1931. Elle est morte, c'est la seule, je crois, des auteurs qui soit morte. Elle est morte en 2011. Et sa nouvelle, qui figure à la fin du recueil, si je ne me trompe pas, 3 jours en automne, fait allusion, je mentionne ce fait parce que ça tient aussi à son âge, fait allusion à la guerre de Corée. Il est question à un moment donné du début de la guerre de Corée. Le 25 juin, dit-elle, date du début de la guerre de Corée. Pour des gens vieux comme moi, la guerre de Corée, ça dit beaucoup, même pour des Français. Et donc, j'ai été sensible à ces traces-là. Alors, vous êtes d'une autre génération. Est-ce que c'est une question absurde? Peut-être que vous me direz que c'est totalement absurde. Est-ce que vous sentez quelque chose de commun avec les autres auteurs de cette anthologie, en tant que ce sont des femmes? 저기 한국 문학에 대해서 잠깐 말씀드리면요. 문학 작품은 그 당시에 그 사회의 산물이니까요. 사회를 반영하죠. 그래서 한국 문학은 50년대, 60년대는 50년대 전 한국 전쟁이 있었기 때문에 그 이후에 이제 전쟁의 상처, 그 다음에는 가난 그런 것들을 많이 썼어요. 그리고 60년대, 70년대 이제 경제 개발이 이루어지면서 작가들의 관심은 그런 어떤 경제 개발 때문에 소외되는 인간의 인간성이랄지 그 휴머니즘에 대해서 많은 작품을 썼습니다. 그리고 이제 80년대는 한국 문학이 한국의 민주화 투쟁이 굉장히 강했을 때라서 저항 문학이 굉장히 꽃을 피웠어요. 그리고 90년대에 가서야 이제 한국 사회가 민주화되고 그리고 사회가 안정되면서 이제 문학 작품이 아주 다양하게 나오기 시작했는데 그때부터 한국 여성 작가들이 활동이 아주 활발해졌습니다. Je vais d'abord dire 2 mots sur la littérature coréenne. En Corée comme ailleurs, en fait, la littérature est évidemment le produit de la société et que forcément elle reflète la société. Et comme vous savez, dans les années 50, il y a eu la guerre de Corée. Et donc, dans les années 50 et 60, on avait beaucoup d'œuvres qui parlaient de la guerre de Corée. C'était normal. Et dans les années 60 et 70, donc, la société est marquée par un grand développement économique. Et les écrivains se sont beaucoup intéressés aux exclus, aux marginaux, en fait, et avec un regard un peu humaniste. Et dans les années 80, il y a eu donc un mouvement pour la démocratisation et donc la littérature s'est beaucoup intéressée à cet aspect-là. Et ce n'est que dans les années 1990 que la littérature s'est vraiment réellement diversifiée en fait et que les sujets aussi se sont diversifiés. Et c'est à ce moment-là aussi que les femmes ont vraiment commencé à beaucoup produire. 저는 그런데
중간쯤 되는 세대라고 할 수 있어요. 그래서 저희 어머니 세대는 저희 이 세대는 전쟁과 가난을 겪었고 이제 저희 다음 세대에는 지금 한국의 젊은이들이 보여주고 있는 여러 가지 그 가족 해체랄지 개인주의랄지 그 안에서 또 어떤 그 현대 사회가 가지고 있는 여러 가지 고독이나 또 불안 같은 것을 이렇게 경험하고 있어요. Je suis un petit peu entre deux générations, c'est-à-dire que la génération de ma mère a connu la guerre, la pauvreté, et la jeune génération d'aujourd'hui, des écrivains coréens, s'intéresse beaucoup à la dissolution de la famille, de la cellule familiale, à l'individualisme. Aussi, il y a beaucoup de problèmes communs à la société moderne, comme la solitude, par exemple. 네, 한국은 그 속도가 좀 빠른 나라라서요. 그 거의 30년 안에 그러니까 흔히 하는 말로 한국은 서구에서 300년에 걸쳐 이루고 일본이 100년에 걸쳐서 한 일을 30년에 했다 이렇게 말을 하기도 하는데요. 그렇게 속도가 빠른 나라이기 때문에 한 세대 안에 굉장히 많은 그 인생들이 다 섞여 있어요. 그러다 보니까 모든 그 남들이 300년에 걸쳐서 한 고민이나 100년에 걸쳐서 한 고민이 한꺼번에 지금 다 섞여 있다고 할 수 있어요. 그런데 그런 것이 작가한테는 나쁘지 않은 환경이라서 한국 문학은 굉장히 다양한, 지금의 한국 문학은 특징은 그 다양함에 있다고 볼 수 있어요. 그래서 이 칵테일 슈가에 나와 있는 여러 여성 작가들이 세대도 굉장히 다양하고 그 관심도 굉장히 다른데 모두가 다 기본적으로 우리 인간이 가지고 있는 많은 문제에 대해서 자기 나름의 고민들을 이야기로 묶어놓은 좋은 책이라고 생각합니다. Mais la Corée, c'est un pays où tout va très très vite. On dit souvent que la Corée a accompli en 30 ans ce que l'Occident a mis 300 ans à accomplir, que le Japon a mis 100 ans à accomplir. Donc dans une génération aussi, vraiment, il y a des individus très très différents et que vraiment on a des questionnements très mélangés, disons. Je pense que pour un écrivain, c'est un environnement qui est pas si mauvais. Je dirais que c'est même cette diversité serait même quelque chose qui qualifierait donc la littérature coréenne d'aujourd'hui. Donc l'anthologie Cocktail Sugar, pour moi, c'est évidemment des femmes écrivains très différentes qui s'intéressent à des choses différentes, mais c'est tous des réflexions quand même. Enfin, ces textes-là sont quand même tous des réflexions sur la vie, sur les divers aspects de la vie, sur l'homme en fait, avec des styles très différents. Donc je pense que c'est un recueil très intéressant. Merci beaucoup. Belle réponse. Si je reste sur le fait qu'il s'agit dans Cocktail Sugar de nouvelles écrites par des femmes, je ne peux pas m'empêcher de penser personnellement à ce que je connais en matière de poésie contemporaine aussi, de certaines poètes, femmes coréennes. Il y a aussi là une créativité, je pense en particulier on a continué avec Yoon-jin qui est ici, Kim Il-sung, dont j'admire beaucoup la poésie. Quelqu'un d'autre. Bon, il y a vraiment une créativité dans la littérature coréenne, en matière de romans, de nouvelles, de poésie, une créativité vraiment exceptionnelle aujourd'hui, il faut le dire, vous en êtes une des représentantes. Oui, je vous en prie, oui, bien sûr, avec plaisir. 네, 한국어를 사용하는 그 인구가 뭐 그 남쪽과 북쪽을 다 합해도 얼마쯤 될까요? 7천만? 네, 7천만 명인데
전 세계에서 7천만 명이 사용하는 언어를 가지고 저희 소설을 쓰는 작가의 어떤 운명이라는 게 있습니다. 그런데 그 운명이 그다지 나쁘지가 않아요. 왜냐하면 지금 말씀하신 대로 한국은 창작도 몹시 활발하고 책을 읽는 독자들도 소설과 시를 읽는 독자들이 인구에 비해서 아주 많습니다. 그래서 작가들이 어떻게 보면은 쓸 얘기가 아직 많다는 것은 아직 고민이 많은 사회라는 뜻 쓰실 수도 있지만은 어쨌든 간에 그렇게 아직도 많은 문학 작품이 팔리고 있고 관심을 가지고 있는 문학 독자가 많기 때문에 그래서 어쨌든 제가 여기까지 오게 됐고 그 작가로서 한국 작가로서 좀 자부심을 가지고 있어요. Il y a environ 70 millions d'usagers de la langue coréenne et ça crée en fait un dessin un peu particulier en fait aux écrivains coréens. Je pense que l'environnement, encore une fois, n'est pas si mauvais pour nous parce qu'effectivement il y a une grande créativité, mais il y a aussi surtout des lecteurs. Il y a beaucoup de gens qui lisent non seulement les romans mais aussi la poésie. Et donc le fait que les écrivains ont encore beaucoup de choses à dire et qu'il y a encore beaucoup de questions à se poser, c'est une bonne chose. Enfin, ça veut dire à la fois que, aussi en même temps que la société a beaucoup de problèmes, peut-être, en un sens, mais aussi de notre côté que le fait qu'il y ait des lecteurs qui lisent, qui nous lisent, c'est vraiment très, très encourageant pour les écrivains. Et c'est d'ailleurs pour ça que je suis là ce soir ici et que je suis assez fière d'être écrivain coréen. À propos de lecteurs, je vais m'énerver contre les lecteurs français. Parce que nous en parlions aussi tout à l'heure, je poursuis en quelque sorte une conversation qu'on avait à l'instant. Nous avons donc ici des nouvelles de Han Ik-eun traduites en français dans 2 volumes. Un volume exclusivement d'elle et cette anthologie de nouvelles écrites par des femmes dont nous venons de parler. Il paraît que les lecteurs français ne sont pas très lecteurs de nouvelles. Il faut que ça change. C'est pas possible. Personnellement, en tout cas, je crois être français encore. Et la nouvelle est un des genres qui me paraît les plus inventifs, les plus passionnants. Les nouvelles de Han Ik-eun sont vraiment merveilleuses. Et elles ont cette double qualité d'être à la fois des textes narratifs, bien entendu, mais dans leur brièveté, elles ont la tension, la vibration de textes poétiques. Des moments dans le texte se renvoient les uns aux autres, créent une espèce d'oscillation comme un cristal. Donc ce sont des textes merveilleux. Donc il faut que les lecteurs français lisent. Voilà. Bon, alors maintenant, question sur la nouvelle, justement. Voilà. Entre roman et nouvelle, est-ce que vous avez quelque chose à dire là-dessus? 지금 말씀하신 대로 한국도 단편 소설보다는 장편 소설을 많이 읽습니다. 그것은 어쨌든 간에 소설이라는 것이 이야기이기 때문에 어떤 서사를 가지고 있는 서사를 더 풍요롭게 가지고 있는 장편 소설이 그 소설의 어떤 진수이고 재미를 훨씬 느낄 수 있기 때문에 그렇다고 생각을 하는데 지금 현대인들이 너무 독자들이 굉장히 다양해지고 관심사도 또 너무나 다양하기 때문에 아주 예전에는 밀리언셀러도 많이 나왔지만 앞으로는 저는 그런 시대가 아니라고 생각해요. 앞으로는 예전에 100만 부가 팔리는 작가가 한 사람 나왔다고 하면 이제는 10만 부가 팔리는 작가가 100사람 나오는 그런 시대라고 생각을 해요. 그래서 이런 시대에는 어떤 모두가 공감하고 재미를 느끼는 그런 어떤 긴 장편보다
그 한 사람 그 다양한 관심사를 누구의 소수지만 그 사람의 소수의 관심사를 공유할 수 있는 단편도 굉장히 그 현대적인 장르가 될 거라고 생각을 합니다. Mais rassurez-vous, les Coréens aussi préfèrent les romans en nouvelles. Ce qu'il y a, c'est que le roman, évidemment, c'est avant tout une histoire, il me semble, et que dans un roman, enfin, dans un roman, elle est beaucoup plus riche que dans une nouvelle. Il y a de ça. Mais je pense que les gens s'intéressent à des choses de plus en plus diverses, en fait. Et donc, autrefois, il y avait des écrivains coréens qui vendaient des millions d'exemplaires de leurs livres. Mais je pense qu'aujourd'hui, ça devient assez rare. Et si autrefois, il y avait, par exemple, l'écrivain qui vendait 1 million d'exemplaires de son livre, aujourd'hui, je dirais plutôt qu'il y a une centaine d'écrivains qui vendent à quelques centaines de milliers de livres, en fait. Donc, c'est intéressant. Et puis, c'est bien d'avoir un roman qui est très long et que tout le monde approuve, tout le monde apprécie, etc. Mais aussi, ça prouve que justement, les préoccupations se diversifient et que aussi il y a des textes moins longs, finalement, qui s'intéressent, qui intéressent finalement qu'une minorité, enfin pas tout le monde, mais qu'une minorité de gens, et que c'est un phénomène intéressant. Et que je pense que dans ce sens-là, les nouvelles constituent un genre littéraire tout à fait moderne. C'est aussi, je crois, un genre littéraire où les échanges entre littératures ont été les plus féconds. Je veux dire par là que, par exemple, des auteurs français, pour la France, des auteurs français ont été, je crois savoir, ou des auteurs russes ont été lus, Gogol par exemple pour les auteurs russes, français Maupassant, etc., ont été lus beaucoup en Asie, en Chine, en Corée, au Japon. Akutagawa, par exemple, est inspiré par le novelliste, le romancier, et surtout auteur de nouvelles japonais Akutagawa, est inspiré par Gogol, etc., Maupassant. Il y a une circulation des nouvelles qui est peut-être plus rapide. 저는 그 생각까지는 못 해봤는데요. 그냥 외국 작품을 읽을 때 단편이나 장편이나 그런 장르 구별을 하지 않고 그냥 좋아하는 작가를 집중적으로 읽었기 때문에 그런 생각은 못했지만 선생님 말씀 듣고 보니까 단편 교류, 그러니까 작가들이, 세계의 작가들이 서로의 단편을 읽으면서 더 큰 영향을 받았을 거라는 생각이 듭니다. 왜냐하면 장편은 어쨌든 이야기의 서사의 흐름이 중요하고 그거를 따라가다가 그거를 따라 읽다 보면은 이야기성에 더 중심을 두는데 단편 소설은 훨씬 더 그거보다는 문학적으로 접근을 하기 때문에 그렇게 작가들끼리 영향을 받을 때 단편이 그랬을 거라는 생각이 듭니다. 저도 쓸 때 장편 소설은 어떻게 하면 재밌게 쓸까 그런 것을 더 많이 생각하는데 단편 소설은 어떻게 하면 새로운 이야기를 쓸 수 있을까 하는 그런 어떤 문학적인 독특한 거를 완성시킬 수 있을까 이런 고민을 훨씬 더 많이 하는 것 같아요. Je n'avais pas pensé à ça, mais vous avez sans doute raison. Moi, personnellement, quand je lis les textes des auteurs étrangers, je ne différencie pas, je ne distingue pas les genres. Par exemple, quand j'ai aimé un écrivain, j'essaie de lire d'autres textes de cet écrivain. Mais vous avez sans doute raison quand vous dites qu'effectivement, les échanges ont été faits plutôt à travers les nouvelles. Parce que c'est vrai que dans un roman, il y a d'abord l'histoire et que le récit est vraiment primordial, alors que peut-être dans les nouvelles, avec les nouvelles, on a une approche plus littéraire. Et donc, ce qui fait qu'effectivement, l'influence des écrivains, enfin les uns sur les autres, a été plus grande à travers les nouvelles. C'est vrai que moi, en tant qu'écrivain, quand j'écris un roman, je m'intéresse toujours à la question de savoir comment j'allais poursuivre mon histoire de manière intéressante et attractive, disons, alors que quand j'écris une nouvelle, j'essaie toujours de me demander comment je pourrais être originale et comment je pourrais arriver à quelque chose de très particulier, en fait, sur le plan littéraire.
Merci aussi. Toutes ces réponses sont très passionnantes pour moi. Donc, je ne vais pas pratiquer la guerre de la nouvelle contre le roman, hein. C'est pas la question. Donc, roman ou nouvelle, en ce qui vous concerne, je me demande, en vous lisant, je suis sensible à la manière dont vous pratiquez ce que permet, me semble-t-il, ces textes narratifs, romans ou nouvelles, c'est-à-dire la possibilité, à la différence des abords sociologiques, etc., la possibilité d'accéder directement à la subjectivité de quelqu'un d'autre. Je vais compléter ce que je voudrais compléter ça pour vous donner des exemples. Plusieurs de vos nouvelles sont écrites au jeu, J-E, mais ce jeu n'a rien d'un jeu autobiographique. C'est une sorte, avec le jeu qui, dans certaines de ces nouvelles, c'est une sorte d'aventure qui s'ouvre. On entre dans le dedans de quelqu'un. Par exemple, je vais donner juste les exemples, je voudrais donner les exemples. Dans la première nouvelle, les boîtes de ma femme, le recueil s'intitule Les boîtes de ma femme et la première nouvelle aussi, et la première phrase, c'est la dernière fois que j'entre dans le bureau de ma femme. On suit un personnage masculin qui essaye de déceler les secrets de sa femme. 네. 네, 맞는 말씀이에요. 제가 소설을 쓸 때 남자 화자가 많아요. 그리고 어린애도 많고, 그러니까 어린애도 많이 쓰고, 그러니까 딱 제 나이에 저를 연상시키게 쓰질 않고 특히 남자로 쓸 때 독자들이 쓴 사람을 아니까 여자인 줄 알고 계속 읽었다가 처음부터 다시 읽었다 이렇게 얘기한 적이 많아요. 그런데 왜 그렇게 쓰냐면 그게 재밌어요. 그냥 제 나이 또래에 저 같은 처지의 사람을 주인공으로 삼으면 이거는 좀 뭐랄까 상상이 안 되고 그냥 뭐랄까 하소연이라고 할까요? 호소라고 할까요? 막 그렇게 돼버려요. 그래서 저는 나 같은 사람을 바라보는 어떤 다른 사람, 그 사람을 만들어서 나를 보게 만드는 그런 그 소설을 많이 써요. 그래서 지금 이 말씀하신 아내의 상자도 주인공은 여자 아내지만 아내가 내 얘기를 하는 것처럼 하면 저는 재미가 없어요. 그래서 남편이 그 아내를 쟤 왜 저럴까 하는 식으로 바라보게 하면 제가 조금 쓰는 사람이 긴장도 생기고 또 나 아닌 걸 상상할 수 있기 때문에 쓸 때 좀 재미가 있어요. Vous avez tout à fait raison, c'est que c'est vrai quand j'écris un roman ou une nouvelle, c'est que mon narrateur est souvent un homme, voire un enfant, et que j'aime pas qu'un lecteur, en lisant mon texte, m'imagine en fait moi, me mette à la place du personnage. Alors il y a beaucoup de lecteurs en Corée qui pensent que j'ai lu votre texte en pensant que le narrateur était une femme, et qu'au bout d'un moment j'ai compris que c'était un homme, et donc j'ai recommencé dès le début. Mais pourquoi je fais ça? Parce qu'en fait ça m'amuse. Que si je crée une narratrice qui aurait à peu près mon âge, qui serait à peu près dans la même situation que moi, du coup je sens mon imagination se bloquer. Je ne peux pas aller plus loin, je peux au mieux, disons, me plaindre de ma vie, enfin des choses comme ça, et que je préférais nettement que quelqu'un d'autre regarde ma vie. Et dans les boîtes de ma femme, c'est pareil, en fait, au centre de l'histoire, il y a la femme, en fait, mais ça ne m'intéressait pas que ce soit elle qui parle, mais plutôt, je trouvais ça beaucoup plus intéressant que ce soit les maris qui essayent de la comprendre.
il est clair aussi que dans certains cas, dans vos nouvelles, il s'agit non seulement d'accéder à la subjectivité d'un autre, de quelqu'un d'autre, mais il me semble que il s'agit d'accéder à quelqu'un, à l'intériorité de quelqu'un, qui est particulièrement isolé, solitaire. Ça m'est très sensible dans cette merveilleuse nouvelle que vous devez lire. C'est dans le recueil, l'anthologie Cocktail Sugar. C'est donc cette nouvelle qui porte un titre énigmatique, mais qui s'éclaire dans la nouvelle. La beauté me dédaigne. C'est vraiment une nouvelle merveilleuse, qui m'a tout à fait bouleversé, vraiment. Et peut-être je vous laisse dire de quelle solitude il s'agit ici. Peut-être c'est vous qui allez le dire. 선생님이 정말 정확하게 짚으시는 것 같아요. 제 소설을 어떤 평론가가 얘기하기를 한마디로 거대한 고독의 지도라고 얘기한 적이 있습니다. 거대한 고독의 지도. 그러니까 저는 제 소설은 거의 다 이제 결론이 하나예요. 고독이에요. 어떻게 보면. 제가 관심을 갖는 고독은 인간이란 태어나는 순간부터 소멸을 향해서 가고 있잖아요. 그렇게 어떤 유한한 존재가 가지고 있는 슬픔이 있다고 생각해요. 그런데 그렇기 때문에 또 불완전한 존재이기 때문에 타인이 필요한데요. 사랑이 필요한데 어차피 서로 다 타인이기 때문에 결국 합쳐질 수는 없다고 생각해요. 그래서 아무리 뜨겁게 사랑해도 결국 마지막에 고독이 남는다고 여겨지는데 그것은 인간 자신이 존재론적으로 불완전하고 또 유한한 존재이기 때문이라고 저는 그렇게 생각을 하고 있어요. 그래서 그런 게 저의 기본적인 생각이기 때문에 아무리 사랑하는 사람이라도 저 사람의 고독을 위해서 내가 해줄 게 없다. 각자가 사랑하는 사람끼리 서로 고독한 채로 있는 것이 현대인이라고 생각을 하는 그런 정서가 강해서 제 모든 소설 속에 고독한 사람들이 너무 상대를 원하는데 그런 것에서 오는 슬픔 같은 것, 그런 것이 늘 있어요. 그래서 아마 은희경 소설은 거대한 고독의 지도다 이렇게 얘기를 하는가 봐요. Décidément, vous avez très bien compris mes textes. Un critique m'a dit un jour que c'était ma littérature était finalement une grande carte de la solitude. C'est que la conclusion, il n'y a qu'une conclusion en fait à tous mes textes, c'est la solitude. Alors, la solitude qui m'intéresse, c'est quelque chose d'assez existentiel, parce que l'un être humain, à partir du moment où il est né, il va vers la disparition. Donc il y a cette solitude qui est née de sa condition de mortel. En fait. Donc forcément, on est instable, on a besoin de quelqu'un d'autre, on a besoin d'amour. Mais comme ce sont finalement, ce sont que des autres, donc il ne peut pas y avoir une union parfaite, et que chacun en fait reste dans sa solitude, parce que cette solitude est encore une fois existentielle. Donc j'aime quelqu'un, mais je ne peux rien faire pour sa solitude à lui, et que finalement chacun reste solitaire, et je pense que c'est un peu ce qui aussi caractérise aussi, encore une fois, la société moderne. Et donc, d'où les gens pensent que mes textes sont tristes, et que finalement, que ça parle de la solitude. 저는 26살에 결혼을 했어요. 근데 지금 그래서 저희 이제 아이들이 다 대학을 졸업했고요. 그리고 평범한 가정을 가지고 있어요.
그런데 독자들 제 소설에는 독신인 여성들이 아주 많이 나오고 뭐 이혼녀랄지 혼자 사는 여자들의 고독이 많이 있어요. 그래서 한 번은 어떤 독자가 저한테 전화를 한 적이 있어요. 항의 전화를 했어요. 자기는 은희경이라는 작가가 분명 독신인 줄 알고 혼자지만 고독하지만 강하게 살아라 이런 얘기를 자꾸 하는 것 같아서 그렇게 하려고 그랬는데 알고 보니 작가는 결혼해서 아들, 딸 잘 낳고 잘 살고 있다는 말 듣고 이렇게 독자들을 이렇게 나쁜 길로 이끌 수가 있냐고 항의를 한 적이 있었어요. Pour raconter un petit peu ma vie, je me suis mariée à l'âge de 26 ans et mes enfants ont tous fini leurs études supérieures. Ma famille est tout à fait ordinaire, mais c'est vrai que dans mes romans, il y a pas mal de femmes qui vivent seules, soit des célibataires, soit des femmes divorcées. Et une fois, j'ai eu une protestation d'une lectrice. Elle m'a appelée en disant qu'il y avait tellement de personnages comme ça dans vos romans que j'étais persuadée que vous étiez vous-même une femme qui vivait seule, mais que j'ai appris, non, au contraire, vous aviez une vie familiale tout à fait ordinaire. Et elle disait qu'elle s'était sentie trahie quasiment, parce qu'elle avait cru qu'elle écrivait justement pour ces femmes seules, solitaires, pour les encourager, etc. Mais qu'elle s'est sentie trahie justement en apprenant qu'elle menait une vie tout à fait contraire. 근데 제가 전 아마 그런데 뭐랄까 그런 고독의 정서를 제가 갖고 있었다면은 흔히 생각하는 대로 결혼 생활이 불행하다고 생각할 수가 있겠죠. 그런데 저는 거기에서 소설의 에너지를 많이 얻었어요. 불행이랄지 행복이라고 할지 그런 기준 자체가 잘못되어 있다는 것을 소설 쓰면서 많이 깨달았어요. 왜냐하면 고독이라는 것이 우리가 그렇게 극복해야 된다거나 피해야 되는 것이 아니라 그것은 인간이 지니고 살아야 되는 것이고 그것을 받아들이면서 사람의 삶이 훨씬 열린다는 것을 저는 결혼 생활을 통해서 알았거든요. 그래서 제 남편이 자주 하는 말이 있어요. 내가 너를 고독하게 안 했으면 소설을 썼겠냐. 한국 문학에 자기가 큰 그 공헌을 한 거다. 뭐 그런 얘기를 하는데 저는 그런 삶을 통해서 그러니까 가끔 생각을 해요. 삶이 나한테 굉장히 단순한 30대까지 살아왔던 그 아주 모범적인 규칙에 맞는 어떤 인생 그게 다였다면 만약에 내가 배운 대로 다 이루어졌다면 결혼은 행복해야 되고 그리고 사람은 어떤 도덕적인 테두리 안에 있어야 되고 그런 것대로 살았다고 하면 그렇다면은 나는 지금과 같은 작가로서의 성공이 아니라 지금처럼 인간을 볼 때 훨씬 그렇게 존중을 하고 모든 개인을 존중하고 개인의 인생에 대해서 어떤 그 가치를 개인의 고유한 가치에 대해서 이렇게 깨치지 못했을 거라는 생각이 들어요. 그래서 한마디로 삶이 나한테 너그럽고 단순했다면 나는 소설을 쓰지 않았을 것이고 인간에 대해서 고민하지도 않았을 것이고 이렇게 계속 질문하지도 않았을 것이다. 그런 생각을 합니다. 그래서 이런 고민과 질문을 하게 해주기 때문에 저는 문학이라는 것이 우리에게 필요한 거라고 생각해요. Évidemment, comme je m'intéresse beaucoup à la solitude, d'aucuns pensent que je suis malheureuse dans mon mariage, mais surtout le mariage pour moi c'est quelque chose qui a donné vraiment de l'énergie dans mon activité de romancière, parce que c'est
en écrivant des romans ou des nouvelles, je me suis rendu compte que les critères même en fait qui divisent le bonheur et le malheur étaient faux en fait. Et que la solitude finalement n'est pas quelque chose à surmonter, à éviter, mais qu'il faut s'y faire, il faut accepter, et que c'est à partir de ce moment-là qu'on a un esprit plus ouvert. Et c'est ça aussi que j'ai appris à travers dans mon mariage. Et alors mon mari plaisante en disant que si je t'avais pas rendu solitaire, si tu t'avais pas rendu solitaire, tu aurais jamais écrit un roman. Donc de ma grande contribution à la littérature coréenne. Mais c'est vrai que si je m'étais contentée de ma vie comme je l'avais vécue jusqu'à l'âge de 30 ans, c'est-à-dire comme les livres m'avaient appris, comme mon environnement m'avait appris, je pense que j'aurais pas réussi en tant qu'écrivain d'abord, mais aussi, surtout, j'aurais pas eu ce regard que je pense avoir aujourd'hui sur les gens, c'est-à-dire le respect pour chacun, me semble-t-il, effort de découvrir la valeur de chacun en fait. Sans la littérature, je ne serais pas arrivée à ça. Et que, en conclusion, si la vie m'avait été plus généreuse, la vie avait été plus simple, j'aurais pas écrit de roman, je ne me serais pas posé autant de questions sur la vie et sur l'être humain, et que je pense que c'est en ce sens-là que la littérature est quelque chose d'assez indispensable. C'est là pour le temps, là, on peut continuer un peu, parce que je me rends pas compte, j'ai encore quelque chose à dire, mais on peut s'arrêter. Dites-moi, ça va pour l'instant? Je vais encore dire ceci, parce que vous n'avez pas dit le sujet précis donc de la beauté me dédaigne. En matière de solitude et d'accès à la subjectivité d'un autre, je reprends mes termes, pardonnez-moi. Cette nouvelle nous donne accès aux sentiments, aux pensées d'un jeune garçon obèse. Et on pourrait dire que son corps même, en quelque sorte, est la réalisation de la solitude. Son corps l'isole dans son épaisseur. C'est une nouvelle très, très bouleversante, vraiment très forte. Ouais. Et donc, voilà, bon, je voulais préciser ça, puisque on ne l'avait pas dit. Évidemment, c'est en même temps un des problèmes des enfants modernes, dans la modernisation des sociétés. 근데 말씀하신 대로 이 소설이야말로 실제 저랑 주인공이 굉장히 다르죠. 일단 남자고 젊은 남자고 그리고 아주 뚱뚱한 남자니까요. 근데 선생님 계속 이제 타인의 그 입장 속에 어떻게 바로 들어가서 소설을 쓴다 그런 얘기 말씀하시는데 저는 그렇게 그 생각은 조금 저는 다릅니다. 제가 어떤 장편 소설을 4명의 남자친구, 30년 동안 친구로 지내는 4명의 남자 이야기를 쓴 적이 있어요. 그거를 쓸 때 사람들이 남자 얘기를 어떻게 쓰려고 그래. 그래서 제가 그냥 남자라고 생각 안 하고 그냥 어떤 인간이라고 생각하고 쓰면 안 될까? 그렇게 얘기한 적이 있어요. 제가 작년에 장편 소설을 17세 소년을 주인공으로 썼는데 저의 어린 시절이 아니라 지금 현재 17살짜리를 썼어요. 그래서 그걸 쓴다고 했을 때 또 주변에서 지금 17살짜리 마음을 어떻게 알고 쓰려고 이걸 쓴다고 해. 그랬을 때 제가 나 그냥 두 17살을 그린다는 게 아니라 그냥 한 인간을 그리는 것 뿐이야. 이렇게 얘기한 적이 있어요. 그래서 저는 어떤 처지랄지 남녀 차이랄지 뭐 그런 것보다 인간이 근본적으로 보편적으로 가지고 있는 어떤 정서에 대해서 쓰기 때문에 그렇게 입장을 그러니까 전혀 나랑 다른 성별, 전혀 다른 처지, 전혀 다른 모습 이런 것은 제가 가지고 있는 어떤 작가적 상상력만 갖고도 충분히 인물을 만들 수 있고요. 중요한 것은 제 마음속에 있는 정서를
그냥 타인에게 옮겨놓는 것일 뿐이기 때문에 제가 남한테 들어간다고 생각하지 않고 제 속에 있는 저를 그냥 다른 모양, 다른 옷을 입혀서 내보낸다. 그렇게 생각하고 있어요. C'est vrai que le narrateur, enfin le personnage de cette nouvelle est très différent de moi-même. Enfin, tout nous oppose. En fait, c'est un garçon. Effectivement, il est jeune, il est gros. Bon, vous avez dit que vous avez parlé de l'accès donc direct à la subjectivité d'autrui, mais je pense un petit peu différemment. Par exemple, j'ai écrit une fois un roman qui met en scène en fait 4 amis donc masculins qui sont amis depuis 30 ans. Alors les gens me disaient mais comment tu vas écrire l'histoire des hommes comme ça? Et moi je répondais mais c'est l'histoire des hommes mais c'est aussi l'histoire des êtres humains avant tout. Et aussi l'an dernier j'ai écrit un roman où le personnage principal était un garçon de 17 ans. Et bon, je ne parlais pas du tout de mon enfance là-dedans, mais c'était vraiment l'histoire de quelqu'un qui avait 17 ans aujourd'hui. Pareil, les lecteurs, mes amis, mes proches m'ont dit, mais comment tu vas faire? Mais j'ai répondu pareil, pour moi c'est un être humain. Donc je pense que ça va au-delà de cette différence entre hommes et femmes et l'environnement, etc. Je pense que j'essaie de toucher quelque chose de plus fondamental, quelque chose de plus universel. Donc je peux tout à fait créer avec mon imagination d'écrivain des personnages très différents de moi-même, mais que c'est pas que j'entre directement dans la subjectivité de quelqu'un d'autre, mais que c'est en quelque sorte c'est quand même moi, ces personnages, mais que j'habille différemment pour les mettre au monde. 지금 말씀하신 그 작품 아름다움이 나를 멸시한다에 나오는 그 얘기는 그 어린 시절에 아버지로부터 버림받았던 아이가 이제 엄마와 둘이 엄마하고 성장하는데, 그러니까 편모 밑에서 성장하는데 그러니까 컴플렉스가 아주 많죠. 근데 그게 특히 굉장히 뚱뚱하다는 것으로 형상화돼요. 그래서 아버지도 내가 잘생기고 똑똑한 애였으면 버리지 않았을 거다. 이렇게 나 뚱뚱한 것 때문에 나는 버림받았을 것이다. 이런 식으로 생각하며 성장이 왔기 때문에 자기가 가진 모든 결핍이나 어떤 행복에 대한 그런 갈망 같은 것을 전부 자기 뚱뚱한 데다가 다 집어넣어가지고 그걸로 다 핑계를 만들어버리는 거죠. 그런데 아버지가 이제 그 병에 걸렸다는 말을 듣고 만나러 가기 위해서 다이어트를 합니다. 다이어트를 해서 다른 내가 돼보려고 하는 거죠. 그런데 결국 아버지를 만나기 전에 아버지가 이제 그 죽음을 맞는 건데, 그 소설에서 제가 중요하게 생각했던 것은 다른 소설에서도 제가 많이 쓰는 건데, 저는 사람 사이의 오해에 대해서 많이 써요. 결국 서로 타인을 이해할 수 없다고 저는 생각하고 있거든요. 그런데 고독처럼 그것도 인간의 조건으로 받아들여야 된다고 생각해요. 너무나 다 다른 존재이기 때문에. 그런데 우리는 막 하나가 되려고 하고 어떻게든지 이해하려고 하는데 저는 그것보다 그냥 우리 원래 소통이 안 되는 거다. 우리는 다 각기 다른 존재니까. 그렇게 생각을 하는 것을, 그런 어떤 단절이나 오해에 대해서 소설을 많이 써요. 그래서 이 소설에도 결국 마지막에 아버지가 그 아들에 대해서 버렸지만 끝까지 마음속에 갖고 있었던 어떤 사랑에 대해서 그 아버지가 남긴 그림으로 그렇게 표현이 되는데, 조금 제 소설이 조금 안 따뜻한데 그거 좀 따뜻한 소설이에요. 그래서 결국 오해한다는 게 나쁜 것만은 아니에요. 그냥 우리는 서로 상대를 완전히 이해할 수가 없다라는 것을 전제로 하고 보면은 그만큼 우리가 소통할 수 있는 데까지 따뜻하게 소통할 수 있다는 어떤 아이러니가 있다고 봐요.
그런 것을 이 소설에 담아봤습니다. Donc, dans cette nouvelle, c'est l'histoire d'un garçon qui a été, quand il était jeune, quand il était jeune, il a été abandonné par son père, donc il vit seul avec sa mère, donc il est très complexé, et notamment il est gros et que cette obésité pour lui qui explique tout. Donc, il pense par exemple que s'il avait été beau et intelligent, son père ne l'aurait jamais abandonné, et que tous ses malheurs pour lui s'expliquent par son obésité. Mais c'est un prétexte pour lui. Et quand il apprend que son père est tombé malade, donc pour aller le voir, et il se met au régime en fait, parce qu'il veut devenir quelqu'un d'autre en fait. Mais avant qu'il arrive à son but, donc le père il meurt. Mais ce que je voulais dire dans ce texte, c'est un peu comme dans mes autres textes en général, c'est que c'est le malentendu entre les gens. C'est vrai qu'on ne comprend pas les autres, mais on peut jamais comprendre vraiment les autres. Et je pense que c'est un peu comme la solitude, c'est-à-dire qu'on doit accepter ce fait tel qu'il est. En fait, on dit toujours il faut essayer de comprendre, on essaie toujours de s'unir à quelqu'un d'autre, etc. Mais je pense que la communication parfaite n'est pas possible. Bon, cette nouvelle, cela dit, est quand même je pense qu'elle est plus chaleureuse, si j'ose dire, que mes autres textes. Parce que là, à la fin, quand même, le père fait comprendre qu'il a aimé son fils, donc en lui laissant un dessin, enfin un tableau. Donc, ce que je voulais dire, c'est que le malentendu n'est pas forcément une mauvaise chose à partir du moment où quand on suppose que de toute façon la communication parfaite n'est pas possible, le malentendu finalement n'a pas que des conséquences négatives. C'est que l'ironie, c'est que quand on admet ce fait-là, on arrive à communiquer comme on peut, et que finalement c'est pas si mal que ça. 이 작품에 그 아버지랑 어린 시절에 고급 식당에 갔던 추억을 굉장히 오랫동안 간직하고 있거든요. 그래서 그때 그 얘기를 이제 시작을 하는데 제가 이제 그 식당이 근데 이태리 식당이었어요. 그래서 한국에서는 이제 그러니까 어렸을 때 아버지가 아주 고급스러운 식당으로 데려갔다, 그런 걸 제가 표현하기 위해서 이태리 식당에 데려갔다 이렇게 썼는데, 그 처음 나왔을 때 한 프랑스 학생이 이거를 번역을 했었어요. 그러면서 이태리 식당 같은 데는 고급 식당 아니에요. 거기는 피자 같은 것만 파는 건데 이거 프랑스에서는 이 작품 이해 못할 거예요. 이렇게 저한테 농담을 한 적이 있어요. Et aussi pour anecdote, donc, la nouvelle donc, s'ouvre sur une scène où le garçon il va au restaurant avec son restaurant de luxe avec son père. C'est un souvenir qu'il garde très très longtemps, même quand il devient adulte. Et pour montrer que c'était vraiment un restaurant de luxe, bon, dans l'esprit des Coréens, ça serait bon. Là, j'ai parlé en l'occurrence d'un restaurant italien parce que c'est ce qui correspond un petit peu à ce que pensent les Coréens. Et quand la nouvelle a été publiée, il y avait un étudiant français qui l'a traduit, et il m'a dit oui, mais enfin un restaurant italien, c'est pas considéré comme des restaurants de luxe en France. Bon, c'est l'endroit où on vend de la pizza. Et voilà, donc ça passerait mal auprès des lecteurs français. Il me le présentait comme ça. Dans ce... On continue un petit peu, ça va? Faut me dire, moi je sais pas qui doit... Oui, ça va. Dans cette nouvelle, toujours, pour y rester, puisque c'est un merveilleux exemple, dans cette nouvelle, il y a, touchant à la beauté du corps, finalement, du corps féminin, il y a deux images extraordinaires qui glissent, deux Vénus. Il y a une Vénus, la Vénus de Botticelli, que vous connaissez, la naissance de Vénus. Et puis il y a une Vénus archaïque, préhistorique, statuette obèse, vous voyez, pleine de replis. Et les deux sont là. Et c'est vraiment aussi une très bel aspect de la nouvelle. N'est-ce pas?
Mais je peux continuer à dire encore un mot, et puis ensuite on va donner la parole, on va vous donner la parole. Je trouve que, en effet, je vais parler en lecteur français. En effet, dans vos nouvelles, l'impression de solitude, de difficulté de communication. J'ai recopié des phrases, je ne vais pas vous les lire, on passerait trop de temps. Mais par exemple, la nouvelle Les boîtes de ma femme, le mari, en fait, voudrait approcher du mystère de sa femme. Le titre même, Les boîtes de ma femme, dit quelque chose de ce qui est fermé, à quoi il faudrait accéder. Tout ça est très fort dans ces nouvelles. Et en même temps, pour un lecteur français, ou peut-être pour le lecteur français que je suis, vieux et désespéré, je sais pas, peut-être que je sens tout de même dans vos textes un sens, une présence du lien humain. Qui pour moi a une saveur coréenne, pardonnez-moi, c'est peut-être naïf, mais quelque chose le sens du lien. Et même si il manque le plus souvent, même par défaut, il y a ce sens-là. Et je dirais que l'écriture même ici, dans votre cas, a quelque chose dans sa manière de faire, quelque chose d'une recréation perpétuelle de lien. Voilà. 작가는 난 이런 주제로 써야지 하고 쓰지는 않습니다. 자기가 어떤 품고 있는 인생에 대한 질문을 이야기로 한번 만들어 보는 건데요. 이제 쓰고 나면은 평론가들이 뭐라고 이렇게 딱 그 평가를 내리면 좀 맞다고 생각될 때가 좀 많이 있어요. 근데 그 중에서 하나가 저를 평가하는 것 중에 아이러니의 작가라는 그런 평가가 있습니다. 그래서 왜 그런지 생각해 보니까 지금 선생님 말씀하신 대로 저는 고독을 다루면 고독에 대해서 얘기하면서 고독을 인정하는 데서 오는 어떤 편안함을 얘기하고요. 그 소통의 단절에 대해서 얘기하면서 그 단절된 뒤에 오는 어떤 그 인간관계의 어떤 어긋남이 아니라 단절된 사람끼리의 어떤 유대감을 얘기를 해요. 그렇기 때문에 그렇게 어떤 차가운 것을 말하는 것 같지만은 뜨거운 걸 원하는 그런 마음을 그리고 있다고 생각이 돼서 이런 거를 사람들이 아이러니라고 말했나 보다 하고 느낀 적이 있습니다. Les écrivains, en tout cas dans mon cas, me semble-t-il, n'écrivent pas avec un sujet, enfin avec un message en fait. Mais que dans mon cas, en tout cas, ça part d'une question sur la vie. Mais souvent, les critiques commentent mes textes et quand je les lis, souvent il m'arrive de me dire c'est vrai, ils ont raison d'interpréter ça comme ça. Et quelqu'un a dit que j'étais un écrivain de paradoxe. Mais je suis assez d'accord parce que c'est vrai que je parle de la solitude, mais je parle aussi d'un certain bien-être qu'on ressent à partir du moment où on reconnaît l'existence de cette solitude. Je parle aussi de la rupture, de la même façon je parle de la rupture de communication, mais je parle aussi en même temps de la solidarité qui existe entre les gens solitaires, justement. Donc un écrivain un peu froid, une écriture un peu froide, mais en même temps il y a cette aspiration à la chaleur. Absolument, très sensible. On va peut-être maintenant s'arrêter là et donner... Ah oui, il est question de lire, pardonnez-moi. Vous pensez ça? Est-ce qu'on a été trop long, peut-être? Oui, oui, absolument. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions? Bonsoir. Je vous dis tout
d'abord, je n'ai pas encore lu de vos livres, mais j'ai un certain regard sur, directement ou indirectement, sur la société coréenne, par exemple. Et vous, en tant qu'écrivain, justement, qui avait un regard particulier, comment voyez-vous l'évolution de cet individualisme en Corée par rapport aux traditions coréennes, par rapport d'un point de vue plus général, par rapport à son passé? Voilà. Merci. 네. 한국 사회를 얘기하려면, 예, 너무 복합적인 사회라서 쉽게 이렇게 얘기하기 좀 어려운데요. 한국인들은 기질이 강하다고 생각해요. 그래서 호기심이 많고 또 빨리 배우고 그리고 좀 뭐라고 해야 될까요? 어떤 성취 욕구 같은 게 굉장히 강하다고 생각해요. 그래서 지금 그렇지만 유교 사회였기 때문에 그 윗세대에 비해서 지금 다음 세대들이 뭐 개인주의적이고 좀 약간 소비적이다. 그래서 뭐 세대 간에 어떤 생각 차이가 많다. 이렇게 보는 분들이 많은 것 같아요. 그런데 저는 꼭 그렇게 생각하지 않아요. 무슨 가치관이 변했다기보다 사회가 변했기 때문에 거기에 한국인이 굉장히 적응에 빠르기 때문에 적응하는 방식이 굉장히 다양해졌다고 생각해요. 그래서 그렇지만은 원래 가지고 있던 한국적인 가치관 그런 것이 가족주의랄지 또 어떤 뭐라 그럴까 좀 따뜻한 민족이기 때문에 그런 것들이 합해져 있다고 생각해요. 그래서 조금 저는 굉장히 다음 세대를 지금의 젊은이들을 좋아하고 다음 세대를 긍정적으로 봅니다. 조금 더 솔직해졌기 때문에 지금은 우리 전 세대는 굉장히 허위의식이 많았어요. 남에게 보이기 위한 거 그런 게 많았지만은 지금 세대들은 훨씬 더 솔직해졌기 때문에 윗세대들이 보기에는 좀 뻔뻔스럽게 보이는 것도 있고 이기적으로 보이는 것도 있지만 저는 그걸 약간은 솔직함으로 보고 있고 그래서 그 다음 세대에서 조금 더 가벼운 마음으로 자기 인생을 받아들이는 세대가 나올 거라고 생각해요. 조금 어렵나? C'est très difficile de parler de la société coréenne qui est très complexe en fait. Les Coréens ont un tempérament assez marqué, ils ont beaucoup de curiosité, ils apprennent vite, ils ont beaucoup d'ambition. Mais bon, c'est vrai que la société a été longtemps confucéenne et donc aujourd'hui, beaucoup de gens qui disent oui, les jeunes d'aujourd'hui par rapport à leurs aînés sont plus individualistes. Pour ce qui est à la consommation et qu'il y a un grand décalage en fait entre les générations. Moi, c'est ce que les gens disent, mais moi je ne suis pas forcément d'accord. Je pense que les valeurs n'ont pas tellement changé. C'est la société qui a évolué et que la façon de s'y adapter s'est diversifiée. Mais il y a quelque chose qui est quand même resté. Par exemple, je pense que c'est un peuple très, très chaleureux, les Coréens, et qu'il y a l'importance, par exemple, accordée à la famille. Tout ça est encore valable. Donc j'ai un regard assez positif, assez optimiste sur les futures générations, parce que je pense qu'ils ont gardé ces valeurs, mais en même temps ils sont devenus plus honnêtes avec eux-mêmes, alors que nous, par exemple, leurs aînés accordaient beaucoup d'importance à l'honneur, à la face, des choses comme ça. Donc
Et c'est vrai que les aînés aujourd'hui, enfin les vieux accusent les jeunes aujourd'hui d'être égoïstes, etc. Mais moi, je pense qu'ils sont plus francs, ils sont plus honnêtes avec eux-mêmes. Et donc, je pense qu'on peut espérer qu'ils auront, disons, une attitude plus légère par rapport à leur propre vie. Alors, ce qu'on se disait avec Madame Laure des éditions Zulma, comme apparemment il n'y avait pas trop de questions, peut-être de revenir à votre suggestion de tout à l'heure, de lire un court extrait du livre quand même pour goûter un petit peu au texte. Oui. C'est vous supervisez ou pas? Parce que peut-être tout le monde n'a pas lu le texte. C'est vrai que attendre quelques minutes, ce serait pas mal. Pardon? Le début des boîtes de ma femme, donc c'est... En fait, voilà, l'idée c'est que Eunikyon va lire le début des boîtes de ma femme. Comme ça, on aura le plaisir de l'entendre. Et puis, dans un premier temps, j'avais prévu de lire la suite, mais finalement, je vais vous lire plutôt après le début de La beauté me dédaigne. Ah d'accord. On aura deux aperçus. 읽겠습니다. 마지막으로 아내의 방에 들어가 본다. 푸른 빛이 감도는 벽지, 벽을 향해 놓인 독일식 책상과 창가의 안락의자, 그 사이로 알 수 없는 희미한 향기가 떠다닌다. 그리고 상자들. 아내는 상자를 많이 갖고 있다. 어떤 상자에는 그녀가 한 계절 내내 손가락을 찔려가며 십자수를 놓은 탁자보가 들어있고 어떤 상자에는 편지 뭉치가 들어있다. 편지는 모두 종이색이 누렇게 바래고 잉크가 번진 오래된 것들이다. 최근에 그녀에게 편지가 오는 것은 한 번도 본 일이 없다. 아내가 임신했다는 소식을 듣자마자 호들갑스러운 친구가 사주었다는 하얀 베네쩌 오리가 든 상자도 있다. 그 아이가 3개월 만에 자연유산된 후 아내는 또 다른 아이를 갖지 못했다. 그런데도 아내는 그런 물건을 간직했다. 아내의 상자에는 지난 시간 동안 그녀를 스쳐 지나간 상처들이 남아있었다. 사람들은 상처가 회복된 다음에도 몸에 남아있는 흉터로서 그 상처를 기억한다. 그녀는 흉터를 지니듯이 방 귀퉁이에 상자를 쌓아갔다. Voilà, c'était le début des boîtes de ma femme. Et maintenant, je vais vous lire le début de La beauté me dédaigne, donc dans Cocktail Sugar. Je n'oublierai jamais le jour où j'ai vu pour la première fois la naissance de Vénus de Botticelli. Ce jour-là, la neige tombait à gros flocons, bien qu'on fût au printemps. Mon père m'avait emmené dans un restaurant italien. Avec son tapis, ses bouquets de fleurs et ses chandeliers sur chaque table, l'endroit était différent de tout ce que j'avais connu. Chic et fortuné, les clients maniaient les couverts avec dextérité et parlaient à voix basse dans une atmosphère feutrée. Un serveur nous a guidés jusqu'à une table réservée près de la fenêtre. Il a empoigné, pour les suspendre au porte-manteau, la gabardine de marque de mon père et ma vieille doudoune, dont le rembourrage faisait des bosses par endroits. Dès que nous avons été assis, j'ai fixé des yeux un grand tableau accroché au mur derrière mon père, éclairé faiblement et seulement en partie. Lui, mon père, je n'osais pas le regarder. Il faisait un peu chaud, je sentais la sueur suinter dans les plis de mon cou. Te voilà maintenant au collège. Il faut que tu sois plus gentil avec ta maman. J'ai acquiescé d'un signe de tête à peine perceptible. Tu peux m'appeler quand tu veux. J'avais du mal à croire qu'il dit vrai. On a apporté les plats. La tête dans mon assiette, je feignais d'être tout occupée à manger. Mon père a versé la sauce sur les crevettes et me les a servies en disant « Tu as un gros appétit, mais ne t'en fais pas. Quand tu seras grand, tu perdras du poids tout naturellement. Quand j'avais ton âge,
Tout le monde m'appelait le rondouillard. Ça non plus, je n'y croyais pas vraiment. La table débarrassée, comme je ne savais pas où porter mes yeux, j'ai de nouveau regardé le tableau. Mon père a tourné la tête pour suivre mon regard. Il a esquissé un sourire empreint de distinction. « C'est Vénus, m'a-t-il dit. Elle vient de prendre naissance dans l'écume de la mer. » Je me suis sentie triste tout d'un coup, sans savoir pourquoi. Elle avait un beau visage lisse comme une porcelaine, un teint clair, presque transparent. Ses longs cheveux blonds volaient au vent, recouvrant son corps frêle et nu. Ses pieds, blancs et délicats, prenaient appui sur un coquillage béant. Était-ce la mystérieuse mélancolie que je lisais au fond de ses yeux, tournés vers le ciel vide, qui m'émouvait à ce point? Des larmes ont perlé à mes paupières. « Désolé, a dit mon père, navré par ma tristesse. Puis il a poussé un long soupir. Quand je repense à cette journée passée en sa compagnie, je me souviens d'avoir été hantée par la question « Pourquoi suis-je née ?» Lorsqu'on marchait ensemble, j'étais à la traîne. Il s'arrêtait pour m'attendre. Lui aussi devait penser, tout comme les autres, que je marchais lentement parce que j'étais gros. Mais j'étais déjà habituée à ce genre de malentendu. Pour les autres, je n'étais qu'un petit garçon tout rond, qui avait toujours l'air mécontent, méchant. En fait, c'était juste de la timidité. Après cette visite à mon père, j'étais rentrée à la maison, le cœur gros. Je me disais que je ne lui plairais jamais, surtout à cause de mon obésité. Si j'avais été un enfant radieux et affable, il aurait accepté de bon cœur de jouer le rôle du héros dans un drame familial. Mais pas avec un garçon potelé, balourd, au regard méchant. L'enfant que j'étais ne pouvait que lui rappeler la bêtise qu'il avait faite dans sa jeunesse. Donc, je vous propose de poursuivre la conversation autour du buffet. Vous pouvez toujours poser quelques questions à l'auteur ou à nos spécialistes. Merci. Merci.